Oui, donc société de l'information, c'est un grand mot, on va de suite essayer de le définir. Mais au préalable, je voudrais donc un petit peu présenter le plan de ma présentation. Donc d'abord mieux définir de quoi on va parler. Ensuite parler essentiellement de toutes les composantes techniques qui nous permettent d'apporter des moyens, parce qu'on parle de société de l'information, mais c'est surtout de la technologie au départ. Donc des moyens à la télévision, on va parler de radiodiffusion sonore, on va parler d'accès à l'Internet, essayer de voir comment on peut amener de l'Internet en zone rurale pour pas très cher. On va parler d'applications, donc de téléformation, de télémédecine un petit peu, de sécurité. Vous comprendrez tout l'intérêt des satellites également pour l'aspect sécuritaire. Et pour éviter toute question dans le domaine de la navigation, après les récentes déclarations qui ont été faites sur Galileo, on abordera également l'aspect navigation, et plus particulièrement donc GPS et Galileo. Et je me risquerai à une petite conclusion, cette conclusion étant plutôt, je dirais, un ensemble de questions qui resteront ouvertes et auxquelles je vous engagerai à trouver vos propres réponses. Donc d'abord, qu'est-ce que la société de l'information? Alors j'ai essayé de reprendre un petit peu ce qu'on pouvait trouver sur Internet pour mieux décrire ce qui était la société de l'information. Alors je vais essayer de lire, et c'est le seul transparent que je lirai. Donc bon, dire qu'on est rentré de plein pied dans la société de l'information, aujourd'hui c'est un lieu commun. On voit qu'il y a énormément d'échanges et que dans beaucoup de domaines d'activités donc pour l'homme, comme l'enseignement, documentation, édition, commerce, finance, médecine, loisirs, recherche scientifique, etc., on a besoin de moyens pour communiquer. On est rentré, c'est clair, dans ce qu'on peut appeler une révolution dans ce domaine d'échange. Tout se passe maintenant à une échelle planétaire. On peut avoir des informations de ce qui s'est passé hier ou avant-hier ou il y a 10 minutes à Pékin. On sait trouver à peu près n'importe quelle information sur le net et on sait même contribuer, apporter son savoir ou apporter son questionnement donc, à travers Internet. Donc ce nouvel environnement global, mondial, qui concerne ou devrait concerner tous les groupes d'humains, est appelé couramment société de l'information. Alors pour compléter cette définition, moi j'aime beaucoup la définition qui a été apportée au sommet mondial de la société de l'information à Genève et qui, reprenant un certain nombre de textes, disait « Nous proclamons notre volonté et notre détermination commune d'édifier une société de l'information à dimension humaine, inclusive et privilégiant le développement, une société de l'information dans laquelle chacun ait la possibilité de créer, d'obtenir, d'utiliser et de partager l'information et le savoir, et dans laquelle les individus, les communautés et les peuples puissent ainsi mettre en œuvre toute leur potentialité en favorisant leur développement durable et en améliorant leur qualité de vie, conformément aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies, ainsi qu'en respectant pleinement et en mettant en œuvre la Déclaration universelle des droits de l'homme. » Donc on voit que c'est un vaste sujet qui concerne beaucoup de techniques, mais qui concerne également, je dirais, toute l'humanité, à mon sens. Alors, en quoi le satellite peut apporter quelque chose à ce monde qui échange? D'abord, le satellite, de par sa position, il peut être géostationnaire, comme vous le savez, ou à défilement autour de la Terre. Il a une capacité à desservir simultanément de très vastes zones géographiques. On peut avoir des couvertures nationales, régionales, voire mondiales. Il a une capacité à proposer également des services haut débit, quelle que soit la caractéristique de la géographie, c'est-à-dire que ce soit sur mer, sur terre, dans des déserts, en montagne, où vous voulez. Il a également une capacité à déployer des services très rapidement, ou à les restaurer, on le verra tout à l'heure, évidemment pourvu que le segment spatial ait été lancé.
parce que pour faire un satellite, il faut un certain laps de temps qu'aujourd'hui, j'évaluerai entre 36, à peu près aux alentours de 36 mois, hein, en moyenne. Il a une capacité à desservir un très grand nombre d'utilisateurs simultanément, voire un nombre illimité, si je maintiens par exemple des services de diffusion, comme la télévision, avec la même qualité de service, c'est-à-dire que quelqu'un qui recevra une émission de télévision à Paris, la personne qui est perdue dans le Larzac ou en Ariège, recevra exactement avec la même qualité le signal télévisuel. Il propose une offre de service indépendante des infrastructures existantes, mais de plus en plus, comme vous le verrez, il a tendance à se combiner avec ces infrastructures existantes. Autrefois, le satellite était vu comme un segment indépendant, donc comme la télévision. Aujourd'hui, c'est de plus en plus couplé avec des infrastructures terrestres. Évidemment, il a une capacité d'acquisition fréquente, ça c'est plutôt pour de l'observation de la Terre, ou de suivi temporel des phénomènes évolutifs. Nous n'en parlerons pas lors de mon exposé, puisque je crois qu'il y a eu une très belle présentation qui a été faite sur le sujet. Aujourd'hui, nous sommes également dans l'ère du numérique. Donc le numérique veut dire que votre information peut être du texte, peut être de la vidéo, peut être de la voix, ça peut être absolument ce que vous voulez. Tout est numérisé. Et grâce au satellite, donc, on a un accès potentiel à l'usager direct à une échelle régionale ou planétaire, comme nous l'avons dit. Ce transparent illustre également donc, ce que j'ai dit précédemment. Donc, vous voyez, transmission vidéo, audio, données, diffusion vidéo, diffusion audio, téléphonie également. On verra quelques exemples de téléphonie mobile ou de téléphonie fixe. Et évidemment, une fois que nous avons toutes ces technologies, il faut que ces technologies servent. Une technologie n'a de sens. Quand je dis n'a de sens, c'est-à-dire on voit qu'elle a réussi, et commercialement, parce qu'on est quand même dans le domaine des télécommunications, c'est un domaine éminemment commercial, quand un usage se crée. Et parmi les usages qui sont intéressants, donc on parlera tout à l'heure de fracture numérique, mais on peut aussi citer le téléenseignement, la téléformation à domicile, les téléprocédures ou la télémédecine. J'attends le transparent qui suit. Alors le premier domaine, évidemment, que tout le monde connaît, la télévision par satellite. Je vais réillustrer un petit peu ce que j'ai dit précédemment, les couvertures géographiques, simplement que vous ayez une idée de ce que veut dire couverture géographique large. Donc voici quelques exemples de couverture que permettent simplement un seul satellite. Donc on voit qu'on peut couvrir par exemple dans un cas la totalité, hormis le Brésil, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord. On voit qu'on a des couvertures même qui sont quasi mondiales, donc dans des fréquences un peu plus basses. Et là, ce que vous avez donc à votre droite, qui est le satellite Hotbird, sur lequel se trouvent plus de 1000 chaînes, je crois, on verra ça tout à l'heure, couvre, voyez, très largement l'Europe, les pays de l'Est et le nord de l'Afrique. Et tout ça, j'insiste, avec la même qualité de service. Pour être capable également de diminuer les coûts, parce que permettre une technologie, c'est bien, mais il faut que cette technologie soit accessible. Et c'est aujourd'hui un des enjeux majeurs, une des préoccupations que nous avons au Centre national d'études spatiales. Un des leviers sur lequel nous pouvons jouer, c'est le standard. Tout simplement parce que lorsque le standard existe, automatiquement, on va avoir un effet de masse en termes de création, enfin, en termes de matériel. Donc j'ai illustré simplement un standard européen qui s'appelle le DVB, Digital Video Broadcast, qui aujourd'hui est en train de s'imposer au niveau mondial et qui fait qu'aujourd'hui, vos récepteurs de télévision numériques par satellite soient si peu chers. Donc on voit par exemple que pour le DVB-T, donc pour ce standard
développé pour le protocole terrestre. On voit qu'il prend largement en Europe, mais qui n'a pas du tout pris en Afrique, ou peu on va dire, et aux États-Unis. Par contre, on voit que pour la partie satellite, le standard est sensiblement aujourd'hui mondial. Il y a simplement le Japon, on va dire, qui n'utilise pas ce standard, mais tout le reste du monde utilise ce standard. J'ai dit tout à l'heure opposition d'analogique au numérique. Alors là, je voudrais expliquer peut-être un petit peu plus. Autrefois, on va dire, pour une échelle, bon, qui veut dire, enfin c'est 36 MHz, on va dire, c'est une échelle, on passait un canal de télévision analogique. Donc ramenez-vous 15 ans en arrière. Dans ce canal, aujourd'hui, on passe 6 chaînes de télévision numériques. Et dans les années qui viennent, avec des nouveaux protocoles, des nouveaux standards de compression, on en passera vraisemblablement aux alentours de 30. Donc on voit que la technologie avance très rapidement et on voit que de plus en plus, on peut proposer une offre. Après, reste à voir si cette offre peut vivre ou pas, mais on peut proposer une offre de plus en plus riche, donc avec des bouquets thématiques par exemple, de contenu télévisuel. Dans les années 2012, il n'y aura plus rien en analogique. Même votre télévision, comme vous le savez sûrement, que vous recevez non pas en TNT, mais par exemple avec l'UHF-VHF, n'existera pas, n'existera plus. Tout sera numérique. Alors avec une position orbitale, par exemple, comme le satellite Hotbird, dont on a vu la couverture tout à l'heure, on voit qu'on peut passer plus de 1000 chaînes numériques. Et Eutelsat, donc, qui opère ce satellite, déclare aujourd'hui avoir plus de 120 millions de foyers recevant ce canal satellite. Un petit peu en parallèle, mais de manière un peu plus privée, je dirais, puisque c'est des bouquets qui sont des bouquets payants. On peut voir l'évolution de Canal+, on va la voir tout à l'heure. Donc Canal+, qui a été créé, comme je le rappelle, en 84. CanalSat s'est créé, a émis sa première émission en 92, et aujourd'hui, en 2007, après l'absorption notamment de TPS, il y a plus de 255 chaînes de CanalSat, donc avec aujourd'hui 5 millions d'abonnés. Alors, quelle est la position du satellite par rapport au câble et au hertzien? C'est souvent une question qui peut se poser. Là, je vais prendre quelques précautions d'usage de suite. Dans l'offre canal satellite aujourd'hui est incluse, je dirais, l'offre de télé ADSL. Elle porte le nom de canal satellite. Ce qu'on peut voir, c'est que l'offre Canal+ au niveau hertzien est une offre qui stagne, qui aurait même tendance à régresser. On voit que l'offre canal satellite est en pleine croissance et que l'offre numéricable s'est arrêtée. Ceci dit, d'autres réseaux câblés aujourd'hui proposent de retransmettre, je dirais, Canal+, le bouquet Canal+. Alors tout ça, c'est aujourd'hui, sachant que sur Paris, vous avez sûrement la chance de recevoir la TV par ADSL, qui est une offre qui fonctionne, qui a pris des parts de marché au satellite, mais qui ne prend des parts de marché au satellite que dans des villes, que dans des endroits où il y a du très haut débit. Moi-même, habitant à une vingtaine de kilomètres de Toulouse, je peux vous assurer qu'il ne m'est pas possible aujourd'hui de recevoir de la télé par ADSL. Alors ça, c'est l'état actuel. Qu'est-ce qui va se passer demain? Mais d'abord, demain, vous allez tous avoir, si ce n'est pas déjà le cas, des écrans plats. Des écrans plats qu'on dit HD Ready, c'est-à-dire quand vous avez un minimum de 720 lignes, ou qu'on dit Full HD, c'est-à-dire que vous avez une résolution minimale de 1080, pas 1920, donc une image très précise, très belle, et des écrans de plus en plus grands. Tout ça veut dire que vous allez avoir besoin de beaucoup plus de débit. Qui dit grande quantité d'informations à transmettre au niveau image, dit qu'il faut transmettre avec du débit. Alors, est-ce que la DSL suivra
Je n'ai pas de réponse. J'en suis pas persuadé, surtout quand on verra ensuite le devenir. Le câble et la fibre optique suivront, il n'y a aucun problème, parce que eux proposent du très 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 haut débit. Par contre, ça ne concernera que les villes et que les cercles où vraiment il y a un vrai business à faire. Alors aujourd'hui, plus de 50% des écrans plats vendus sont achetés ready. Et la plupart des écrans donc plats, pas dire tous, sont équipés des ports nécessaires à la connexion avec des équipements de type DVD ou de type même ordinateur pour recevoir cette qualité d'image. Alors projetons-nous maintenant, si vous le voulez bien, simplement à 2012. Ce sont des choses qui existent en laboratoire, qui fonctionnent chez nous, au CNES, mais que vous pourrez trouver également dans des salons, si vous allez peut-être dans des salons du multimédia. Aujourd'hui, on est capable de voir de la télévision 3D sans lunettes. Ça, c'est la nouvelle révolution. Autrefois, ou même ici même, lorsque vous allez à la Géode, vous pouvez voir des flux 3D avec des lunettes. Aujourd'hui, existent des solutions où sans lunettes, vous avez de la 3 dimensions. On prévoit également, dans les années qui suivent, non seulement le 3D sans lunettes, mais également la télévision immersive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il peut y avoir des jeux de lumière qui permettent de compléter l'ambiance. Il y a certains écrans de chez Philips, notamment, qui permettent de le faire. Ça permet également de diffuser peut-être des odeurs. Pour les gens qui auront un peu plus d'argent, qui seront assis sur un siège qui sera muni de quelques mouvements, et on pourrait imaginer un petit ventilateur devant vous qui vous permettent de créer une petite ambiance. Donc ça, c'est des choses qui, aujourd'hui, également fonctionnent en laboratoire. Et si on va un petit peu plus loin, et là, j'avoue que, notamment au CNES, nous n'avons pas pu encore expérimenter des choses vraiment, je dirais, significatives dans le domaine, il y a la télé holographique. Alors, télé holographique, là, vous avez vraiment du 3D avec une vraie 3 dimensions. Bon, je pense qu'il y aura du temps qui passera, parce que là, on a un problème de création de couleurs, notamment. Pour tout ça, donc, il faut du débit. C'est clair. Alors maintenant, revenons à des choses un peu plus petites, je dirais, qui peuvent également questionner, mais ça, c'est aujourd'hui ou demain. Il y a également la télé mobile. Mais pas la télé mobile que vous avez sur votre écran portable aujourd'hui, sur votre téléphone portable, mais la vraie TV mobile, donc avec une résolution, je dirais, qu'on appelle QVGA, qui est quand même une très belle résolution. Votre téléphone, évidemment, qui fera sans doute autre chose, qui fera agenda, qui fera, etc., recevra cette télé mobile. Il faut savoir que par satellite, alors il y aura un bouquet, évidemment les bouquets seront émis à partir de réseaux terrestres, vous les recevrez donc comme vous recevez la téléphonie, mais ces bouquets, ces pylônes terrestres seront vraisemblablement alimentés par du satellite. Il peut y avoir également, en dehors de ces couvertures terrestres, donc en dehors de ces grandes villes, une offre satellite. En Europe, 2 opérateurs sont en train de se positionner et on crée une charge utile qui volera dans 2 ans, je crois. Mais dans d'autres pays, beaucoup plus technophiles, comme le Japon et la Corée, déjà la télévision par satellite en mobile a plus de 1,2 million d'abonnés en Corée et plus de 30 millions d'abonnés au Japon. Donc ça aussi, ce sont des choses qui permettent de communiquer. Évidemment, je n'ai pas parlé de téléphonie avec de la visiophonie, mais vous imaginez bien qu'on peut avoir ensuite des liaisons bidirectionnelles et communiquer donc en visiophonie. On va diminuer un petit peu en débit pour parler de radiodiffusion sonore. Ce sont des choses également qui fonctionnent très très bien et qui ont quelques avantages. Il peut y avoir la radiodiffusion sonore fixe ou la radiodiffusion sonore mobile. Pour ce qui est, je dirais, de l'offre aujourd'hui en France, il n'y en a qu'une qui existe, qui est l'offre World Space.
cette offre permet de recevoir où que vous soyez, mais même à la limite, vous prenez votre petit récepteur. Le récepteur, je l'ai là. Hein. On va en parler tout à l'heure, le voilà. C'est quelque chose qui vaut entre 60 et 80 euros. Vous vous promenez sur la couverture de WorldSpace, donc soit vous allez en Afrique, où vous le souhaitez en Afrique, ou en Asie, que vous souhaitiez en Asie, et vous avez votre radio préférée qui vous suit. Donc ça, c'est des choses qui sont assez sympathiques et qui permettent de rester connecté, je dirais, et recevoir de l'information. Ce transparent n'apporte rien de plus, sinon qu'il illustre quelques récepteurs et qui montre donc la potentialité en termes d'individus, donc plus de 4,6 milliards d'individus qui peuvent recevoir ce flux numérique. Alors ce flux numérique, tout à l'heure je disais, numérique veut dire à la fois du texte, de la vidéo, de l'audio. Ben effectivement, donc, WorldSpace a travaillé sur des services à valeur ajoutée. Et donc aujourd'hui, on peut recevoir de l'infotrafic dans des voitures, on va dire. On peut recevoir en pleine mer de la météo, mais aussi des cartes marines, donc notamment en coopération avec RFI, Radio France Internationale, et plus particulièrement RFI Marine. De manière plus confidentielle, on peut connaître l'état des parkings, est-ce qu'il reste des places dans, je sais pas moi, à Orly, et combien de places au P0 ou au P2. Ce type de récepteur également permet d'alimenter des gens qui cherchent des informations spécialisées, notamment pour de l'élevage ou de la culture, et également permet de créer des bouquets, donc, par exemple de radios africaines, qui n'auraient pas les moyens de créer 24/24 des contenus, permet de créer donc un petit morceau, on va dire malien, un petit morceau burkinabé, un petit morceau, etc. Et tout ça crée une radio africaine qui est émise par satellite. Ça, c'est juste pour faire rire, parce que ma petite... il faut de temps en temps casser le rythme. On a notamment fait quelques démonstrations en Afrique, et souvent on nous a dit, oui, mais en Afrique, c'est bien, mais ils n'ont même pas de piles, ils n'ont pas d'électricité, donc à quoi ça sert de prévoir la technologie? Bon, là, il se trouve qu'on a trouvé un inventeur astucieux qui, à partir d'une lampe à pétrole, a mis un convertisseur, c'est ce que vous voyez au-dessus. Donc on change l'énergie calorifique en énergie électrique, et cette énergie électrique alimente le petit récepteur que vous avez en bas. Voilà, juste pour rigoler, si vous mettez en plus de l'insecticide dans la lampe pétrole, ça éloigne quelques moustiques. Aux États-Unis, ce système de radio a fait une très très grande percée. Évidemment, on ne traite pas des mêmes continents ou du même pays, je dirais, la France et les États-Unis, donc on voit bien que deux échelles complètement différentes. Donc quelqu'un qui part de New York et qui s'en va, je dirais, au fin fond de la Floride, peut effectivement prétendre recevoir sa même radio. Donc il y a deux systèmes qui se sont créés, et les véhicules aux États-Unis, en première monde, ce qu'on appelle première monde, c'est-à-dire lorsque vous achetez votre véhicule, il est équipé déjà de cette radio par satellite. Deux systèmes donc coexistent, un système qui s'appelle Sirius, un autre qui s'appelle XM Radio. Chacun propose un peu plus d'une centaine de canaux, pour la moitié musicaux, mais il propose aussi des services à valeur ajoutée. Cette concurrence, ça c'est juste pour faire un petit aparté, cette concurrence entre deux systèmes, même à l'échelle des États-Unis, pourrait conduire, je pense vers 2008, fin 2008 peut-être, à une restructuration et une unification de ces deux systèmes en un seul. Alors la téléphonie par satellite, on va essayer de passer rapidement. Il y a deux grandes familles. Des gens qui vont s'intéresser à des offres à travers des satellites géostationnaires, et des gens qui vont s'intéresser avec des satellites à défilement, une orbite qu'on appelle LEO ou MEO, c'est-à-dire basse ou moyenne.
Géostationnaire, ça veut dire quoi pour ceux qui n'ont pas la connaissance, je dirais, suffisante? Ça veut simplement dire, si je prends une antenne de ce type-là, avec le mouvement de la Terre, enfin le satellite, il est fixe par rapport à la Terre. Donc si je pointe mon antenne une bonne fois pour toutes en direction d'un satellite, ensuite je conserverai la liaison avec ce satellite, quoi qu'il arrive, sans bouger mon antenne. Le satellite sera vraiment fixe par rapport à moi. Les gens qui ont opté, on va dire les sociétés, ou la société essentielle qui a opté pour le géostationnaire s'appelle Inmarsat. C'est une société qui a été créée au départ pour des liaisons maritimes et qui ensuite donc s'est diversifiée. Aujourd'hui, elle propose une couverture mondiale. Je dirais, sauf si vous êtes au pôle Nord ou au pôle Sud, vous avez toutes les chances de recevoir et d'émettre un appel téléphonique si vous en avez besoin avec ce système. Il y a des systèmes un peu plus régionaux, dont Thuraya, et là je me suis permis donc d'illustrer le téléphone portable nécessaire aujourd'hui pour Thuraya. Voici la génération de Thuraya qui fait GSM, GPS et satellite. Donc c'est celui qui est juste ici, là, à côté d'où j'ai marqué exemple Thuraya. Voyez le nouveau terminal qui est en train de sortir, qui est vraiment tout petit, tout intégré. Les sociétés qui ont basé leur stratégie sur du Léo, vous avez dû en entendre parler, il y a Iridium, qui est une société américaine, et Globalstar. Là, vous avez des couvertures pour Iridium qui sont vraiment mondiales. Ce sont des orbites polaires, donc même si vous êtes au pôle, je dirais, vous n'avez aucun problème pour avoir votre communication. Pour des zones très isolées et un peu plus collectives, j'ai simplement illustré donc par des cabines téléphoniques en pleine brousse, en Asie, où on voit qu'avec une petite parabole qui fait de l'ordre de 1,20 m, on est capable de desservir un village au niveau téléphonie. Pour terminer sur cet aspect téléphonie, il est également possible, lorsqu'on a une île, de créer un pylône, de créer une cellule GSM classique et de connecter cette cellule GSM au continent pour permettre de communiquer, de passer des appels à l'international. Bon, c'est le cas de la station de Mayotte. Alors nous allons passer à Internet par satellite, qui est un gros morceau de la présentation, puisque aujourd'hui, quand même, l'essentiel de nos communications passe par de l'IP, c'est-à-dire du protocole de l'Internet. Et on va aborder l'aspect fracture numérique. Donc, je l'ai un petit peu parlé tout à l'heure. Les opérateurs de télécommunications, qui ne sont pas des philanthropes, et on les comprend, investissent où il y a du business. Donc, dans les grandes villes, les gens n'ont pas de problème, les opérateurs n'ont pas de problème pour déployer de la fibre optique. Pour proposer donc du très haut débit, ils savent qu'ils ont une potentialité de clientèle énorme. Par contre, plus on rentre dans le monde rural, moins la rentabilité est avérée. Et les opérateurs ont tendance, évidemment, à ne pas trop investir là où il n'y a pas de rentabilité. Donc là, le satellite peut apporter une vraie valeur ajoutée. Et ce sont des réflexions donc, que l'on a menées assez tôt au CNES. Bon, là, j'ai simplement illustré un petit peu la fracture numérique. Alors, simplement, parce que là, il ne suffit pas de regarder le gris, le bleu. Vous voyez les gens qui sont dans les zones bleues ou dans les zones rouges sur l'image de gauche, sont des gens qui ont du haut débit. Plus vous allez vers le blanc, c'est-à-dire moins vous avez de débit. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir également, c'est que la France va très très bien, elle a rattrapé son retard dans le domaine de la DSL. France Télécom annonce que 98% de la population est couverte par la DSL.
je ne sais pas personnellement quel est le débit minimal qu'ils mettent lorsqu'ils font cette assertion. Il y a 3 millions d'abonnés TV sur ADSL et nous sommes aux alentours de 14 millions, 15 millions d'abonnés aujourd'hui à l'ADSL. Alors le satellite qui est en l'air, qui propose des solutions, on a vu tout à l'heure que ça pouvait faire beaucoup de choses. On s'est posé la question très rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire avec le satellite? On sait que techniquement c'est faisable, maintenant la grande question c'est combien ça coûte. J'ai un ordinateur dernier cri, mais il a du mal à passer d'un slide à l'autre de temps en temps. Voilà. Donc nous avons créé un concept qui s'appelle village communicant. Partant d'une idée, c'est que une solution satellite, il valait mieux ne pas rajouter des antennes satellites sur chaque maison en campagne, et qu'il suffisait simplement d'en rajouter une seule au niveau d'un village, et ensuite de la mutualiser dans le village, en mettant des liens radio et des petites antennes qui ne se voyaient pas pour distribuer l'Internet à bord du village, enfin, dans tout le village. Ce concept a été déployé et a très très bien marché techniquement. Maintenant, d'un point de vue d'un point de vue économique, on s'est aperçu que c'est quelque chose qui n'était pas évident à gérer. Alors quelques éléments et quelques chiffres peut-être qui pourraient vous paraître étonnants. En 2006, plus de 55% du trafic de l'Internet était lié à du téléchargement. Aujourd'hui, plus de 80% des communications sur l'Internet sont liées également à du téléchargement, suivant des protocoles qu'on appelle pair à pair ou peer-to-peer. Ce qui veut dire que l'information, là on est en train de parler de technologie de l'information, ce n'est pas forcément un échange d'informations ou une recherche d'informations, c'est également une captation de contenus qui peuvent être des contenus audio ou des contenus vidéo. Évidemment, les contenus vidéo, c'est encore beaucoup plus lourd, donc c'est beaucoup plus consommant. Ce genre de choses ont fait qu'on s'est aperçu, notamment au niveau de nos villages, qu'on n'était pas capable de suivre l'ADSL et que les mégabits transmis étaient quelque chose de très cher. Donc un transparent que j'ai fait en 2002, vous voyez, avec toutes les offres qui existaient en termes de fournisseurs d'accès Internet par satellite, vous voyez qu'aujourd'hui, ça s'est bien limité, il en reste 2 ou 3, qui sont des gros pour l'essentiel, les petits n'ont pas pu tenir le choc. Et pourtant, entre-temps, des nouvelles technologies, peu chères, se sont développées. Alors la première, c'est tout simplement une antenne de réception que vous mettez chez vous. Lorsque vous cherchez, par exemple, vous allez sur le site de Cité des Sciences ou du CNES ou de l'EDF, vous tapez w3.cnes.fr. On s'aperçoit que l'information que vous transmettez, elle ne tient à rien. w3.cnes.fr. Par contre, ce qui est important, c'est ce que vous recevez. Et là, la quantité d'information est très importante. D'où le nom d'ADSL. C'est quelque chose de très asymétrique en termes de flux. Je demande peu, mais je reçois beaucoup. Avec ce genre de technologie, on peut mélanger votre ordinateur, vous pouvez très bien le connecter sur un réseau téléphonique, et il reçoit l'information par satellite, par votre antenne de télévision. Alors, il y a un opérateur qui pousse cette technologie, qui s'appelle SkyDSL, et qui propose, donc, vous voyez, une offre à 9,90 € pour un débit de 500 mégaoctets mensuels reçus par satellite. À l'époque où j'ai imprimé où j'ai fait cet art copie écran, il proposait même l'antenne satellite et les frais d'activation. Viennent de sortir très récemment également 2 offres qui me paraissent très intéressantes. La première est
est portée par Astra et la deuxième est portée par Eutelsat, qui sont les deux plus gros opérateurs que nous ayons aujourd'hui en Europe. La première s'appelle Astra Toconet, la deuxième s'appelle Tuwave. Ce qu'il faut retenir de ces offres, c'est que elles sont vraiment très peu chères, en ce sens qu'ils ont trouvé des technologies très performantes, les plus bas coûts possibles. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir un kit complet, je dis bien un kit complet, c'est-à-dire comprenant l'antenne qui fait émission-réception, le support antenne, la source, le modem, c'est-à-dire le petit, ce qui fait émetteur-récepteur, et également un système qui vous permet de ne pas appeler un installateur, mais simplement de connecter votre antenne comme vous-même vous pointez par exemple votre antenne de réception satellite. Le coût de cet ensemble donc était proposé aujourd'hui à 350 €. Et l'abonnement mensuel avec une logique qu'on appelle fair use, alors qu'est-ce que ça veut dire fair use? Ça veut dire vous engager à ne pas faire du téléchargement à outrance. Vous êtes surveillé sur la quantité d'informations téléchargées. L'abonnement est à 35 € par mois. Si vous téléchargez de trop, vous perdez de la priorité, donc vous perdez en connectivité. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, si vous faites de l'accès Internet, si vous faites du MSN, si vous faites etc., ça ne pose absolument aucun problème. Alors, l'Internet, nous l'avons, on l'a à peu près partout. Vous allez la voir très prochainement, et je crois que la déclaration de presse, la conférence de presse aura lieu dans 2 jours. Les premières rames du TGV Est vont être équipées de connexion Internet par satellite avec retransmission Wi-Fi à bord des rames. D'ici la fin de l'année prochaine, il y aura 8 rames qui seront équipées. Et ensuite, la SNCF souhaite se lancer dans un déploiement beaucoup plus large pour équiper de l'ordre de 450 à 500 rames, c'est-à-dire toute sa flotte TGV. Évidemment, lorsque vous arriverez en gare, le satellite n'étant plus en visibilité, je dois avoir une... Non, excusez-moi. C'est pas grave. On voit simplement, là, si on voit la petite antenne qui se trouve sur le toit d'une rame. Lorsque vous arriverez donc en gare, comme je le disais, vous aurez votre connectivité, puisque vous ne serez plus en visibilité antenne, qui sera pris en Wi-Fi par le terrestre. Donc il y aura continuité de service, avec un portail qui sera un portail unique. À bord des avions, il y a eu pas mal de travail effectué durant ces dernières années. Des solutions plus ou moins complexes sur le plan technique. Aujourd'hui, il y a un opérateur qui s'est risqué un opérateur américain qui s'est risqué à proposer une offre commerciale. Cette offre, sur le plan technique, a très bien marché, mais on n'a pas réussi à trouver l'équation économique. Donc le service était facturé de l'ordre de 10 $, on va dire, pour 1 heure de connexion, et illimité dans un avion à peu près pour 30 $. Il est clair que, si vous me posez la question tout à l'heure, la comparaison entre un modèle économique TGV et un modèle économique avion sont deux choses qui sont complètement différentes. D'abord, on n'est pas sur les mêmes distances lorsque vous rentrez dans un avion. On ne s'adresse pas également donc à la même clientèle, notamment en termes de clientèle business. On n'a pas les mêmes espaces pour travailler. On n'est pas sur les mêmes durées de trajet, donc sur les mêmes rentabilités, je dirais, en termes de cadence. Ce qui est intéressant, c'est que Boeing a vraiment fait quelque chose qui a très bien marché au niveau technique. Et donc maintenant, je ne doute pas qu'ils soient en train de travailler pour réduire ces coûts. Voici quelques illustrations donc des avions qui étaient connectés, et dans la foulée, ils ont proposé également une offre à bord de bateaux. Alors Airbus, pour tout vous dire, a une approche qui me paraît tout à fait pragmatique, avec 2 axes. Un axe permettant de proposer donc de la connexion Internet, pas très haut débit, mais une connexion Internet permettant de faire du mail, permettant de faire du web surfing. Donc pour ce faire, ils ont acheté une société américaine qui s'appelle Tenzing.
Et donc, ils se sont alliés et ils continuent à travailler avec tous les grands industriels européens, dont Thales Alenia Space, pour proposer du plus haut débit par satellite, avec des solutions qui sont optimisées. Donc voilà également donc, quelques exemples pour du maritime, voire pour des gens qui sont en terrestre. Alors la collecte de données, ça je ne pouvais pas ne pas vous présenter ça parce que c'est vraiment quelque chose dans lequel le CNES a beaucoup investi. Alors pas la première présentation puisque ça c'est une offre américaine. Mais en fait l'idée que nous avons là c'est où que nous soyons sur Terre, on veut transmettre de l'information. Cette information, la plus belle illustration que vous connaissez sûrement, c'est le système Argos. Comment suivre des tortues, comment suivre des dauphins, comment suivre des oiseaux grâce aux satellites. Donc on a de toutes petites balises, mais on peut en avoir des grosses également. Vous voyez, on en a qui pèsent plusieurs dizaines de kilos, je dirais, notamment pour suivre des courants marins. Et on en a les plus petites pèsent de l'ordre de 20 grammes. Donc, et on voit le domaine d'application d'Argos. Donc 57% donc en océanographie. Argos est un système qui n'est pas commercial. Il y a 5% simplement de l'offre d'Argos qui est commerciale. C'est vraiment un système qui est lié, enfin qui est fait pour faire des observations scientifiques avant tout. Souvent on se trompe et on confond Argos avec Cospas-Sarsat. Alors Cospas-Sarsat, on va dire, pour simplifier, c'est Argos, mais pour du sauvetage en bateau. C'est-à-dire qu'en gros, dès qu'un bateau chavire, automatiquement une balise tombe à l'eau. Le fait qu'elle soit simplement humide ou dans une position particulière, des contacts se créent et un signal de balise de détresse est transmis à un satellite qui le récupère. Et lorsqu'il arrive, ce satellite, sur la Terre, il transmet tout simplement la position du bateau à un centre de détresse, et là, les secours se mettent en œuvre. Sarsat vient de fêter ses 25 ans, donc il utilise à peu près on va dire, les mêmes technologies qu'Argos, et quelque chose de très étonnant, en tout cas moi qui m'a beaucoup étonné, donc vous avez sur ce transparent le nombre de personnes qui ont mis en œuvre et déclenché ce système, Cospas-Sarsat. Vous voyez qu'il y a plus de... Donc le système qui est né en 82, et en 2007, donc 25 ans plus tard, il y a plus de 22 000 personnes qui ont utilisé ce système de détresse. Alors, quelques applications maintenant en technologie de l'information et de la communication. Là, je suis allé piocher dans des projets que nous menons au CNES, en partenariat avec notamment avec l'Université médicale virtuelle francophone, qui aujourd'hui regroupe la totalité des universités médicales de France et un peu plus de 30 à 40 CHU. Là, on s'adresse en fait à la francophonie. C'est-à-dire qu'avoir des contenus de formation médicaux, c'est très intéressant. Être capable de les partager et surtout être capable de s'enrichir de la problématique africaine était quelque chose de très intéressant. Donc nous avons créé un petit projet et nous avons notamment présenté la technologie utilisée pour ce projet en ces lieux, enfin Gaston Berger, donc au -1, l'année dernière, au mois de mai. De la même manière, nous avons participé à créer la première cyber-université française qui jumelle l'université de Toulouse et l'université de Bangalore. Toulouse, vous savez que c'est connu pour être la capitale aéronautique et spatiale européenne. Il se trouve que Bangalore est le pendant de Toulouse, mais en Inde. Donc lors d'une visite d'un ministre, c'est quand même étonnant, nous avons deux grands pôles d'excellence, ce serait intéressant de les jumeler. Et à partir de là, s'est montée une coopération en mathématiques dans un premier temps, mais mathématiques de très très haut niveau, donc, puisque c'est du postdoc,
entre l'université de Toulouse et l'université de Bangalore. Aujourd'hui, ce système est utilisé 3 heures par jour, tous les jours. Et les étudiants donc, ont pris l'habitude de travailler soit avec des professeurs indiens, pour les Indiens avec des professeurs français. Dans le domaine de la santé maintenant, là encore, le spatial peut apporter à la société de l'information énormément de choses. D'abord pour tout ce qui est téléconsultation. On pourrait imaginer, on va vous dire tout simplement ce que nous avons fait en Guyane. Au fin fond de la Guyane, des villages ont été équipés d'un petit kit de communication par satellite qui permet de transmettre des données numériques, donc avec des capteurs non invasifs, vers le centre hospitalier de Cayenne, pour éviter qu'à chaque pépin, on fasse une évacuation sanitaire par hélicoptère qui coûte assez cher. Donc là, on a mis en gros un équipement qui vaut le prix d'une évacuation sanitaire. Et aujourd'hui, les gens sont connectés, restent connectés donc au centre hospitalier de Cayenne en permanence. Au niveau épidémiologie également, grâce à des satellites d'observation de la Terre, des satellites de télécommunication, mais aussi des satellites de collecte de données ou d'observation de la Terre, on est capable de suivre en temps réel des épidémies. Comment l'épidémie se crée, comment à partir des données d'observation de la Terre, notamment, elle peut évoluer, et comment, avec des satellites de télécommunication, on peut prévenir les gens que l'épidémie va arriver, etc. Et comment lancer des campagnes de vaccination. Ce sont des nouveaux modèles qui se mettent en place. Je ne vous dirai pas qu'ils sont aujourd'hui parfaitement opérationnels, puisque des modèles, je dirais, de propagation sont en cours d'élaboration, notamment par l'INSERM. Mais ce sont des voies qui me paraissent assez prometteuses, notamment pour cette société de l'information équitable. On pourrait imaginer également de l'assistance à patients à domicile. Et là, nous travaillons également au niveau du CNES, mais d'autres industriels font aussi beaucoup de choses pour proposer notamment au niveau des patients atteints de maladies chroniques des contenus de formation spécialisés. En cas de catastrophe naturelle, évidemment, là, vous n'avons plus de moyens de communication. Absolument plus rien. S'il y a un tremblement de terre, s'il y a une inondation, etc. Nous avons pu le vivre à Toulouse avec AZF, à un niveau peut-être un petit peu différent. Il est très important de restaurer ces moyens de communication. Donc, nous avons travaillé avec tous les gros industriels européens pour justement faire des démonstrations et proposer toute une logique, je dirais, pour déployer des hôpitaux de campagne. Et comme on va le voir tout à l'heure, maintenant, il y a des offres opérationnelles qui se mettent en place pour, notamment pour les humanitaires, pour les ONG, etc., pour restaurer ces liens. Je vais passer sur ce slide pour arriver aux 2 offres sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui, dans lesquelles le CNES participe. La première est portée donc par Thales Alenia Space et par la Fondation Casque Rouge, donc qui propose un container dans lequel se trouvent tous les moyens de communication et des kits d'urgence. Et le deuxième projet, qui est au niveau fonctionnel, au niveau télécom, je dirais, est un petit peu identique, mais qui d'un point de vue conceptuel est complètement différent, qui est porté par EADS et qui est financé par l'Europe, permet donc par une logique de boîtiers qui s'assemblent astucieusement les uns aux autres, de véhiculer, de retrouver de l'Internet, de retrouver le GSM, c'est-à-dire son propre téléphone portable, on part avec en zone de catastrophe naturelle et on peut le réutiliser. Et également pour les secours d'utiliser donc ce qu'on appelle les PMR, c'est-à-dire les radios privées, privatives qu'utilisent notamment les services de sécurité. Là, il n'y a pas d'autre solution possible que le satellite, donc on fait de gros efforts dans le domaine. Pour ce qui est unipersonnel, donc des personnes qui veulent partir dans le désert et rester connectées au GSM et à l'Internet. Donc là, vous avez 2 personnes qui travaillent dans mon équipe. Ne vous précipitez pas tous pour venir travailler chez moi. On a un kit autonome, on a développé un kit autonome qui est alimenté par générateur solaire et qui permet donc avec un petit terminal qui est à peine 2 fois plus grand que ça,
de récupérer de l'Internet, que l'on soit à travers le monde, on va dire, à 384 kilobits par seconde. On récupère le GSM et ça fonctionne très très bien. Aujourd'hui, nous déployons ce genre de système dans des projets en Afrique. Tout à l'heure, j'évoquais AZF. Alors AZF, c'est vrai que ça a été un grand questionnement pour nous, parce que, je vous disais, j'habite à une vingtaine de kilomètres de Toulouse, et lorsqu'il y a eu cette explosion, on était en RTT, c'était un vendredi, et il y a simplement eu un grand claquement de porte chez moi, et je ne me suis pas du tout aperçu qu'il y avait quelque chose de particulier. Sinon, comme on dit, tiens, cet avion, il y a longtemps qu'on n'a pas eu des banques d'avions comme ça. Et j'ai été prévenu, pas loin de 3/4 d'heure après, par quelqu'un un de mes voisins, qui m'a dit: il faut absolument que tu ailles chercher ta fille à l'école. Alors j'ai récupéré une de mes filles à l'école, et je me suis dit, mais il se passe quelque chose. On pensait que c'était des attentats dans la ville, hein. C'était clair, c'était plusieurs attentats dans Toulouse, donc jamais on avait pensé que ça venait de l'usine AZF. Et dans l'autre école, donc j'ai 2 enfants, donc il y a eu les enfants se sont promenés dans la cour, on va dire. Aucune consigne de confinement. Or, il y avait potentialité d'avoir un nuage toxique. Donc on s'est dit, c'est quand même bien dommage, l'information circule mal, nous sommes des spécialistes du satellite, il y a quelque chose à faire. Et donc nous avons développé un système qu'on appelle un système d'alerte. On appelait ça réseau national d'alerte, mais la couverture aujourd'hui est plus que nationale, qui permet, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, là, le petit boîtier radio numérique, de mettre ce genre de choses dans chaque mairie, dans chaque hôpital, dans chaque école, dans chaque centre commercial, et donc permettre d'envoyer des informations. C'est-à-dire que le préfet serait maître d'envoyer de l'information dans des lieux publics pour dire attention, soit on évacue, attention, on confine. Évidemment, tout ça, grâce au GPS, évidemment, on est capable d'envoyer de l'information complètement différente à chaque terminal. Tout ça est filtré par le GPS lui-même. Donc ça fonctionne aujourd'hui en démonstration sur la région toulousaine, mais ça fonctionne aussi en Espagne, où la sécurité civile espagnole, qui a été très rapide, a sauté sur ce concept. Et donc, bon, je ne désespère pas de voir ce genre de choses arriver très, très prochainement. D'autres utilisations au quotidien. Donc, lorsque vous avez quelque chose qui se passe, je dirais, en France, vous voyez arriver une nuée de camions avec des antennes sur les toits. Donc là, j'ai pris l'exemple d'FR3. Bon, voilà un exemple typique d'utilisation de satellite. L'université de l'Arkansas, que vous voyez au-dessous, fait des formations à partir de zones complètement isolées, ou dans d'autres universités. Ils ont leurs propres moyens. On voit un peu plus bas également des camions de télémédecine mobile, avec des gros 4x4 qui tournent à travers l'Afrique. Évidemment, nous avons également des plateformes perdues en plein milieu de la mer et qui pourtant, je vous l'assure, ont du très haut débit, sont très très bien équipés. Un media center, donc, et au-dessus une expérimentation qu'on avait montée donc avec des partenaires du ministère au CNES de salles multimédia. Il y avait 4 bus qui ont tourné comme ça en France, 2 dans le Briançonnais et 2 dans la région parisienne. Et en fait, ces bus étaient équipés carrément de salles multimédia. On était dans les années 99 et le bus bénéficiait d'un débit de l'ordre de 400 kilobits par seconde. De la même manière, le satellite est utilisé énormément pour des réseaux, ce qu'on appelle corporate, c'est-à-dire des réseaux de personnes qui partagent, je dirais, des réseaux de société. Donc IBM, Total. Je vous ai donné un exemple ici, qui est un exemple donc des universités indiennes, puisqu'on les connaît bien, on travaille avec aussi, qui ne peuvent pas être connectées toutes entre elles par des réseaux fibre optique, donc qui sont connectés par satellite. De la même manière, beaucoup d'oléoducs beaucoup de pipelines sont
pour éviter toute fuite, vous le comprendrez bien, sont équipés de solutions satellites en données. Sur ce transparent, j'ai voulu présenter la diversité des clients d'un opérateur, qui n'est pourtant pas le plus gros opérateur américain, mais vous voyez la diversité de ces clients et de ces réseaux corporate. Donc ça va donc des restaurants, on a parlé de tout ce qui était donc distribution d'essence, de gasoil, etc. On voit tout ce qui est financier, tout ce qui est loterie, tout ce qui est fret. Donc on voit que c'est quand même assez riche. Au quotidien également, il faut savoir que l'AFP utilise énormément, l'agence française de presse, utilise beaucoup le satellite et même vendent des informations donc qu'elles reçoivent par satellite. CNN également, donc l'opérateur de télé américain, à travers des tout petits terminaux, renvoie ses reportages télé sur le terrain. Pour les circuits boursiers, évidemment, ça permet d'avoir une information qui arrive en même temps sur toutes les places boursières. Récemment, des enchères se sont faites également donc via satellite. Et CarSat, bon, qui est un système qui fonctionne depuis quand même pas mal de temps, vend des voitures par satellite, enfin des enchères par satellite. C'est une offre qui autrefois était couplée à Canal+. Alors un petit couplet sur la navigation, si vous le permettez. Bon, d'abord le GPS. Le GPS, je crois que maintenant tout le monde à peu près sait ce que ça veut dire. C'est un système de positionnement enfin, global. Ce système a été conçu, développé et financé par le DoD dans les années 75. Au départ, évidemment, je pense, pour des usages plus militaires que civils. Le système a été... le premier satellite a été lancé en 78 et le système est opérationnel depuis 95. La logique, en fait, c'est la triangulation, c'est-à-dire que grâce à trois interceptions de sphères, on arrive à déterminer un point. Ce système proposait une précision qui n'était pas très grande il y a quelques années, mais quand les Américains ont appris que l'Europe voulait se doter de sa propre constellation, ils ont relâché cette précision, c'est-à-dire qu'ils ont brouillé un petit peu moins, ce qui fait qu'aujourd'hui on a une précision qui est intéressante, mais qui n'est encore pas celle que l'on pourra obtenir grâce à Galileo. Ce qu'il y a de sûr, c'est que au niveau marché global, on s'aperçoit qu'il y a une vraie demande de cette technologie. Une vraie demande de cette technologie, j'ai voulu symboliser ici la croissance du marché du GPS, donc avec des domaines aussi divers que le transport, les GPS, vous avez même peut-être déjà vos GPS inclus dans vos téléphones portables. De plus en plus de petits, ce qu'on appelle les PDA, c'est-à-dire les petits ordinateurs personnels portables que vous mettez dans votre poche, peuvent se coupler à du GPS et vous avez des services de proximité qui vous sont... si par exemple vous voulez connaître la pharmacie la plus proche, celle qui est ouverte, ce genre de service tout à fait intéressant, ce qu'on appelle le LBS, Locate Based Services. Et donc on s'aperçoit qu'il y a toute une panoplie de nouvelles applications qui vont être générées grâce à ça. Évidemment la marine et le maritime. Et l'aviation, évidemment. TomTom, donc là c'est un exemple d'une petite start-up, on va dire, qui a suivi l'évolution de cette progression et qui aujourd'hui est devenue une belle société, donc qui vend plus de 538 000 équipements par an. Petite expérimentation également, des choses qui sont rigolotes, qu'on est en train de faire chez nous, mais que tout le monde peut faire, grâce à ce petit terminal qui mélange à la fois du GPS
et du GSM, ou celui-là qui fait GPS, GSM et satellite, on est capable de faire du suivi très simple d'un véhicule. On peut questionner simplement mon véhicule se trouve à quel endroit, et automatiquement en 3 dimensions, en utilisant par exemple du Google Earth, excusez-moi de donner quelques références, Google Earth ou Microsoft Virtual Earth, en 3D carrément, on voit où se trouve le véhicule, où se trouve peut-être la personne, mais bon, je ne pense pas qu'on l'utilise. Enfin, nous, on ne le fait pas à ces fins-là. Donc, vous voyez, là, vous avez le CNES de Toulouse en 3 dimensions, et donc on a simplement fait un report de position sur Internet, sans avoir même l'image. C'est l'image proposée par Internet, par Virtual Earth ou Google Earth. Alors, Galileo. Galileo, pourquoi Galileo? Galileo, avant tout, c'est un problème d'autonomie, je crois, pour l'Europe. Je ne suis pas un spécialiste en navigation, soyons clairs. Hein. J'ai des collègues bien plus performants que moi au CNES. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous orienter vers eux. Je crois qu'avant tout, c'est un vrai problème d'autonomie. On ne peut pas rester dépendant des Américains sur ce domaine. Ça permet également donc d'avoir ce qu'on appelle, par rapport à cette autonomie, l'intégrité, c'est-à-dire être sûr qu'un signal qui nous a émis notre position, lorsqu'elle nous est donnée, c'est bien la bonne, qu'elle n'est pas brouillée et que... Donc ça, c'est très important. On joue la complémentarité. Tout comme le satellite travaille de plus en plus avec le réseau terrestre, il n'est pas question pour Galileo de s'opposer ou de faire un concurrent au GPS. Je crois que ces systèmes se sont construits vraiment en complémentarité, de telle sorte d'avoir une densité un peu plus grande encore au niveau de l'orbite, au niveau spatial, pour proposer une précision encore meilleure et un nombre de satellites en visibilité, donc des effets de masque, pour faire court, qui seront moins importants. Il y a 3 composantes dans tout système de navigation. La première est la partie spatiale. Globalement, Galileo GPS, c'est à peu près pareil. Pour Galileo, c'est 27 satellites plus 3 en secours. GPS, c'est 24 plus 4. Les orbites sont sensiblement les mêmes, hein, tournent aux alentours d'un peu plus de 20 000 km. Il y a la composante sol, ça c'est très important. Un satellite ne travaille pas seul, il faut être capable de le contrôler. Il faut savoir que les satellites de type Galileo ou GPS ont des horloges ultra stables à bord de ces... On peut dire des horloges atomiques, carrément, à bord des satellites, pour être capable d'avoir un signal de très grande précision. Bon, Galileo diffusera sur 3 bandes de fréquences, vous voyez, qu'on allie des services gratuits, des services commerciaux et des services pour public réglementés. Donc vous avez compris qu'on attend également un marché, un business, dans le cadre de Galileo. Ce business, il se fera essentiellement pour des services gouvernementaux, donc avec ce qu'on appelle le PRS, mais aussi donc des services de navigation aérienne, maritime, ferroviaire ou des applications routières. J'en arrive à la conclusion. Alors, la conclusion est très difficile. Je me risquerai à quelques éléments. D'abord, je crois que nous ne sommes qu'au début, au tout début de la société de l'information. Il y a ce qu'on appelle la loi de Moore, dont vous avez entendu parler, qui fait que plus on avance, plus les systèmes se miniaturisent, plus les systèmes deviennent performants, plus les systèmes deviennent rapides. Je dirais que la limite que je vois aujourd'hui, mais je ne suis pas un grand spécialiste, c'est la limite, je dirais, atomique. À un moment donné, ça va devenir tellement petit qu'on ne pourra plus évoluer. Mais la loi de Moore, depuis qu'elle a été énoncée, elle se constate encore aujourd'hui. Les technologies terrestres avancent très très vite dans le domaine des télécommunications. Je crois que, bon, vous êtes habitant de Paris, vous devez vous en rendre compte, c'est un domaine très très compétitif. Cependant, j'oserais dire que la fracture numérique se creuse de plus en plus. Parce que si en ville, il y a de plus en plus de débit, je ne parle pas forcément au niveau de la France, je vais plutôt parler au niveau international, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui n'en ont toujours pas. Donc ça pose un
un vrai problème de fracture. Je suis persuadé effectivement que nous dirigeons vers un monde de l'information et de l'image. Et donc dans ce contexte, je pense que le satellite pourra affirmer ses forces dans les services de diffusion. Tout à l'heure, nous avons vu la télévision, etc. Et le satellite a la même qualité de service sur toute la couverture. Dans les situations de crise et d'urgence, donc pour restaurer des liens, dans des moyens précurseurs. Ça veut dire quoi, moyens précurseurs? Ça veut dire qu'on veut établir, par exemple, on veut savoir s'il y a un business à Ouagadougou, par exemple. On va déployer des solutions satellites. Si on s'aperçoit qu'il y a un business à Ouagadougou, à ce moment-là, on est sûr qu'un opérateur satellite viendra déployer une infrastructure terrestre. Pour des services qui nécessitent une plus large mobilité, donc une très large mobilité, pour des services qui ont besoin de qualité de service, c'est-à-dire de qualité d'image typiquement. Donc là, c'est clair que le satellite, l'Internet reste encore quelque chose qui n'est pas garanti. Vous n'avez pas un débit garanti, c'est ce qu'on appelle un débit best effort. Il peut vous fournir que ce qu'il a à l'instant T. Donc le satellite, lorsqu'on achète un tuyau, ben là, il n'y a pas de problème. Le tuyau, vous l'avez pour vous. Et ce que je crois effectivement, c'est que le satellite s'hybridera de plus en plus avec les technologies terrestres, qui se fera de plus en plus oublier de l'utilisateur. Et je dirais que si nous arrivons à nous faire oublier de l'utilisateur, ça veut dire que nous aurons réussi dans le domaine qui nous concerne. Voilà donc pour l'essentiel de ma présentation. Alors j'ai simplement repris une petite image de Gulut que j'ai trouvée très très marrante. Donc si vous avez des questions, mais je me prêterai volontiers à ce jeu, si toutefois j'ai évidemment une réponse à y apporter. Sans quoi je vous aiguillerai vers des gens bien plus spécialistes que moi au CNES, qui est une grande maison.